Je vous remercie, cher Annick. Monsieur le directeur général, cher Dominique de Preneuf, je crois que j'ai envie aussi de saluer Adeline de Kellard parce que je sais tout le travail qu'elle a fait pour organiser cet événement. Éric Pinon, c'est un plaisir de vous revoir. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous ce matin sur des sujets, comme vous pouvez l'imaginer, qui me tiennent extrêmement à cœur parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'à moi toute seule, je représente une foultitude de diversité. Alors, je vais commencer en anglais. Vous êtes tous complètement à l'aise en anglais, n'est-ce pas? Je vais commencer en anglais. Who controls the food supply controls the people. Who controls the energy can control the whole continent. Who controls money can control the world. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel de la paix, Henry Kissinger. Et cette citation est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis si heureuse d'être avec vous ce matin et d'être en face des personnes qui contrôlent le monde. Alors, loin de moi l'idée d'ajouter sur vos épaules une pression supplémentaire, je veux simplement m'assurer que vous ressentiez toute la confiance que je mets à l'intérieur de vous, pour paraphraser ma fille. Mais plus sérieusement, lorsque Dominique de Preneuf m'a parlé du rôle et des missions de l'AFG depuis plus de 60 ans maintenant, je crois, eh bien, je me suis dit que je ne pourrais pas trouver de meilleurs acteurs pour accompagner la transformation profonde du monde dans lequel nous vivons, vers des sujets que le monde de la finance n'a pas toujours l'habitude de traiter. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que concentré sur les indicateurs de performance et de rentabilité financière, sur les EBITDA, sur les IP, les vannes et les tirs, le monde financier a considérablement négligé les sujets sociétaux pourtant devenus essentiels ces dernières années. Lors d'un forum économique mondial de Davos, le président directeur général de Manpower Group a annoncé, il y a quelques années, que cette ère serait celui du capital humain. Il précisait alors que le potentiel humain ne cessait de progresser et que le talent devenait le nouveau levier de la croissance économique. Paradoxalement, jamais auparavant les talents n'ont été aussi rares et jamais l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi n'ont été aussi importants. Trouver la bonne personne au bon endroit, au bon moment, relève aujourd'hui du miracle dans certains secteurs industriels, technologiques, aéronautiques ou financiers. Trouver un bon soudeur ou un bon plombier relève parfois du parcours du combattant. Et ces enjeux de recrutement, loin d'être anecdotiques, deviennent de véritables enjeux de performance, comme Dominique de Preneuf le disait tout à l'heure, performance économique, mais aussi atout concurrentiel extrêmement important. Et si naguère les entreprises pouvaient se contenter de trouver du capital pour prospérer, eh bien aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Elles doivent aussi miser sur les talents pour progresser. Et puisque nous sommes entrés dans l'ère des ressources humaines, eh bien, investisseurs, entreprises, organisations et leaders doivent apprendre à composer avec ces nouvelles normes. Et ils devront en particulier s'adapter aux générations Y et Z, dont certains membres nourrissent un désamour profond vis-à-vis du monde capitaliste qu'ils trouvent totalement dénué de sens et d'attractivité. Alors, comment répondre à ces enjeux essentiels quand les talents se font si rares? Eh bien, en incitant les entreprises à recruter, à former et à développer différemment. Et notre principal enjeu est de les inciter à recruter de manière beaucoup plus innovante, de manière plus inclusive et aussi plus audacieuse. Et je suis convaincue que vous avez, chacune et chacun dans cette pièce, à votre niveau, le pouvoir de changer les choses et de faire bouger les lignes. D'abord dans l'intérêt de vos investissements, mais aussi dans celui de notre monde économique et de la croissance et de la compétitivité de notre pays. Et nous allons y revenir dans un tout petit instant. C'est moi tout d'abord vous parler de mon lien avec le monde de l'entreprise.
Annick l'a très bien exprimé tout à l'heure, avant de rejoindre le gouvernement de Jean Castex en 2020. J'ai passé 30 années de ma vie dans le monde du business. J'ai d'abord fondé ma première entreprise à l'âge de 20 ans. Et puis, j'ai évolué dans les plus grands groupes technologiques du monde sur 4 des 5 continents, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et dans ma dernière fonction, j'étais vice-présidente du groupe Hewlett-Packard pour le continent africain. Vous pouvez donc imaginer que je connais bien l'importance de l'économie dans la dynamique de croissance d'un pays. Cette importance est d'ailleurs telle que c'est précisément ce qui permet le développement de nos nations et de nos concitoyens. Or, trop nombreux sont nos concitoyens à être exclus de cette économie et nous en sommes arrivés à un stade où, alors que le taux de chômage est à 7%, c'est l'un des taux les plus bas que nous ayons connus ces dernières décennies, eh bien, dans certains endroits de nos territoires, ce taux de chômage atteint 25%. 25%. Dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, comme Sarcelles ou ce genre d'endroits où il y a des jeunes qui se désespèrent de pouvoir trouver leur place, mais n'y arrivent pas. Et je vous parle de zones urbaines, mais je pourrais également vous parler de la même situation dans les zones un peu plus retirées de la capitale dans notre pays. Et cette longue expérience que j'ai du monde de l'entreprise m'a appris que la diversité est un véritable levier de performance économique. D'abord, elle favorise la créativité, l'innovation et surtout, elle permet de mieux appréhender les besoins des clients qui eux-mêmes sont très divers. La plupart des entreprises considèrent aujourd'hui la diversité des ressources humaines comme un enjeu clé de leur stratégie. Plus de 85% des chefs d'entreprise disent que cela fait partie du top 5 de leurs préoccupations. Eh bien, nous savons ici, parce que nous le vivons au quotidien, que cette diversité est également vectrice de paix sociale en interne et c'est un levier de performance qui est extrêmement efficace. Mais c'est une chose d'en avoir conscience et avoir conscience de la nécessité de faire des transformations, mais c'est autre chose que de pouvoir passer à l'acte pour mener ces changements à bien. Et c'est là que votre rôle est essentiel. Ne me répondez pas, mais je voudrais juste que vous pensiez et que vous vous demandiez, lorsque vous avez vu dans le keynote de l'agenda que j'allais prendre la parole pour vous parler de diversité et d'inclusion, à quoi vous avez pensé? À quoi cela fait-il référence quand on parle de diversité et d'inclusion? En général, on parle de l'autre. On parle de la différence. Parce que nous, on se sent toujours complètement normal. Mais l'autre, c'est pas pareil. Même quand il travaille juste à côté de nous ou qu'il habite juste à côté de nous. Mais cet autre, vous travaillez avec lui tous les jours. Et vous la croisez tous les matins. Pour autant, est-ce que vous sauriez me dire combien de projets de financement vous avez portés depuis 1 an sur la thématique de diversité et d'inclusion? Est-ce que vous sauriez me dire quelle est la partie des fonds de l'AFG qui est véritablement, fondamentalement consacrée à ces thématiques? Est-ce que vous pouvez me dire le temps que vous passez lorsque vous recevez des dossiers d'investissement à regarder si ces entreprises qui jurent la main sur le cœur qu'elles s'intéressent à la diversité, combien de temps vous passez à vérifier si cela est vrai? Nous vivons une période de bouleversement tout à fait vertigineux qu'aucune de nos générations n'a connu. La multitude de crises auxquelles nous avons été confrontés ces dernières années n'ont fait qu'exacerber les tensions dans nos sociétés. Et les fractures et les divisions ne se comptent plus. Et nous savons tous ici que les récessions majeures s'accompagnent parfois de destruction d'emplois, de pauvreté, de tensions sociales, et qu'elles peuvent devenir le terreau idéal pour les mouvements les plus radicaux. J'ai été en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais je veux vous le dire avec la plus grande sincérité. Je crois qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans notre société aujourd'hui
que la virilité autour du barbecue. Et je crois que les chiffres qui nous ont été montrés tout à l'heure démontrent qu'il y a des personnes qui souffrent terriblement d'être exclues dans un monde dans lequel elles aimeraient trouver leur place. Je sais, cher Eric, que vous avez lancé ce travail, je crois que vous en étiez à l'initiative, et je veux vraiment vous dire merci à vous tous de décider de vous impliquer sur ces questions, parce qu'il y va véritablement, et vous l'avez compris, je ne suis pas une femme politique, j'ai fait un stage en politique, mais je ne suis pas une femme politique. Je pense que vous avez tous constaté que si nous ne mettons pas tous la main à la pâte pour faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen soit considéré à la hauteur de ce qu'il ou elle est, simplement en prenant en considération la dignité humaine et simplement en traitant les autres comme nous aimerions être traités, eh bien notre société se porterait beaucoup mieux. Alors mon propos n'est pas évidemment d'ajouter de l'anxiété à une situation qui est déjà complexe. Moi, je suis beaucoup trop optimiste pour cela. Je veux simplement vous rappeler, comme le disait Churchill, que chaque crise nous offre l'opportunité de faire les choses différemment. Et ce n'est pas les plateformes telles que Netflix ou Amazon qui nous diront le contraire, parce qu'elles ont réalisé des résultats records pendant la crise sanitaire. Et d'autres entreprises ont pu émerger en créant des masques, en inventant les gels hydroalcooliques, etc., etc. Donc oui, chaque crise est l'opportunité de faire les choses différemment. Chaque crise nous donne l'opportunité de nous remettre en question. Et sur les sujets de diversité, eh bien, nous vivons depuis trop longtemps dans une sorte de compromis gagnant-perdant. Nous sommes bien sûr conscients de ce que le talent, la motivation et l'ambition n'ont ni genre, ni couleur de peau, ni sexe ou origine sociale. Et nous savons que la méritocratie, qui est un principe extrêmement important de notre idéal républicain, est en berne. Nous avons conscience de ce que notre ascenseur social est rouillé et que les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes deviennent de moins en moins justifiables. Nous savons que la notion d'égalité des chances, peine à convaincre et que la fraternité est de plus en plus vidée de son sens. Pour autant, nous faisons avec et nous fermons les yeux, par confort, par inconscience ou simplement parce que nous pensons ne pas pouvoir faire autrement. Cette polycrise nous oblige à nous interroger sur notre niveau d'acceptation de ces inégalités et surtout de leur impact sur nos vies de manière directe ou indirecte. Cette crise nous offre l'opportunité de créer et d'innover au niveau de nos ressources humaines. Et à problème nouveau, eh bien, il nous faut trouver des solutions nouvelles. Et nous ne sommes jamais aussi créatifs et novateurs que lorsque nous sommes le dos au mur. Si nous souhaitons maintenir notre compétitivité et continuer de performer collectivement, nous devons nous ouvrir à la différence, à toutes les différences. Et c'est un moment idéal pour oser faire les choses différemment. Recruter des jeunes qui ne font pas partie des 5 plus grandes écoles parisiennes, mais qui viennent de terres exotiques telles que Toulouse, Lille ou Montpellier. Investir sur des entreprises créées par des femmes, au-delà des stéréotypes classiques et habituels. Leur faire confiance et vraiment entendre leurs projets, au-delà des biais, des préjugés et des stéréotypes dont nous sommes tous et toutes victimes. Osez aller prendre un café avec une personne différente de votre milieu social, mentorer un jeune issu des quartiers défavorisés, lui partager votre expérience, lui ouvrir votre carnet d'adresses, recruter un stagiaire en situation de handicap, le regarder sans compassion et sans condescendance. Vous investir dans une association caritative sans rien attendre en retour et veiller à ce que les projets sur lesquels vous investissez contiennent réellement et sincèrement des critères sociaux ou écologiques. Il y a 1001 choses que vous pourriez faire pour apporter votre pierre à l'édifice de cette construction, à cet édifice. Il y a 1001 façons de vous réinventer et d'éviter de subir, d'apporter votre pierre à l'édifice pour un monde plus juste et plus inclusif. Et peut-être que certains d'entre vous ici, et j'en suis sûre d'ailleurs, le font déjà. Et j'aimerais que ceux d'entre vous qui le faites disiez, racontez à vos collègues tout ce que vous y gagnez en retour. Posez-vous la question, si vous pensez que ça vous prend trop de temps, que vous n'avez pas envie et que c'est chronophage, posez-vous la question du bénéfice et du risque. Cette crise nous offre des opportunités d'affaires. Elles sont nombreuses.
Est-ce que vous connaissez l'histoire de Steve Eisman? Il s'est enrichi sur les marchés financiers durant la crise des subprimes de 2008. Son histoire a été retracée dans un livre et racontée dans un film du même ton, The Big Short. Il avait vu venir la crise et il s'est positionné à contre-courant des marchés financiers concernant les subprimes. Et alors que la majorité des personnes en entreprise perdaient de l'argent, eh bien lui, il en a gagné énormément. Et l'histoire de Steve n'est pas un cas isolé. Nous pouvons voir pendant la crise actuelle plusieurs personnes, les entreprises, se développer et prendre des parts de marché dans plusieurs domaines. Vous avez la possibilité de les accompagner et rendre notre pays plus fort, plus compétitif. Alors, je le sais, vous le savez, les sujets que nous abordons aujourd'hui vont au-delà des statistiques et des données. Derrière ces sujets, il y a des vies humaines. Et vous l'avez évoqué, j'ai mis en place lorsque j'étais au gouvernement l'index de la diversité et de l'inclusion. J'ai porté avec Marie-Pierre Rixin la loi pour l'émancipation économique des femmes. Quand les femmes vont bien dans un pays, puisqu'elles sont 52%, c'est tout un pays qui va mieux. Ce sont des familles entières qui vont mieux. Et c'est tout un pays qui bénéficie de la force et du talent et des capacités de chacun. Rien ne semble simple aujourd'hui. Tout nous paraît complexe. Chaque jour apporte son lot de doutes et d'ambiguïté. Pour autant, nous avons la chance de vivre dans un pays tout à fait extraordinaire. Ne l'oublions jamais. Et comme le disait si bien Thomas Carlyle, ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu fais pour le rendre meilleur. Je vous remercie.